Bonsoir. Écoutez, du coup, on attaque pile à l'heure, voire un peu en avance. C'est rare. Et donc, on va s'adapter, pas de problème. On est très content d'être avec vous ce soir. Donc, je vais me présenter. Je suis Gaëlle Létra, je suis docteur en géographie, ingénieur d'études à l'Université de Pau. Voilà, donc bonsoir. La technique marche en plus, la technique marche à l'heure, c'était très bien. Donc Guillaume Simonet, moi je suis consultant et chercheur indépendant sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et donc, on vous remercie, on remercie Assosilance et Monsieur Costa pour son invitation au collectif. Et on tient également à remercier l'Université de Pau qui nous prête le matériel pour cette soirée et donc les petits boîtiers qu'on vous a distribués. Et vous allez voir qu'on les utilise très rapidement. Donc, justement, notre conférence, elle va être un petit peu rythmée par une série de questions qu'on va vous poser et pour explorer un petit peu le thème qui nous rassemble ce soir, à savoir explorer notre futur climatique à travers la science-fiction. Et donc, vous allez pouvoir répondre individuellement, mais du coup aussi collectivement et en direct grâce à ces petits boîtiers. Alors, c'est bien entendu pas de vous interroger, pas de bonnes et de mauvaises réponses en général, mais plutôt de dire votre avis et de voir vous-même comment vous vous situez par rapport au reste de la salle. Donc, on se donne une heure pour essayer de balayer le sujet, de poser quelques jalons. Alors l'objectif, c'est de laisser aussi un petit peu de temps à des échanges, si possible, si voilà, vous êtes inspiré par ce qu'on vous aura raconté. Et ce qu'on vous propose, c'est de garder vos remarques et vos questions pour la fin, comme ça, là, on pourra débattre tous ensemble. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Eh ben, c'est parfait. Voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc, Alors peut-être pour les personnes qui sont passées par cette porte et qui est un peu par surprise, on a des petits boîtiers. Donc vous pouvez aller récupérer les boîtiers à cette entrée-là, qui vous permettent de participer à cette conférence. Concernant les boîtiers, avant qu'on se lance dans le test, ils sont petits, ils ressemblent beaucoup à un téléphone. Soyez attentifs, si on oublie de le lire à la fin, de ne pas le glisser dans votre poche en partant et d'essayer de penser à les ramener, de ne pas les oublier dans les sièges parce que voilà, on les discute comme ça si on arrive à récupérer le bon groupe, c'est toujours mieux. Alors ils vous serviront à rien en plus de ça. Ils sont très simples d'utilisation. Vous avez 10 boutons, mais on va en utiliser que 5. Les 5 premiers, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il faut pas regarder le chiffre, il faut regarder A, B, C, D, E. Et ce sont uniquement ces boutons-là qui vont vous servir ce soir. Donc, on va faire un petit test avec ce petit film qui est une série de... Alors, c'est une série de courts extraits et des extraits de télévision de 1947 à 1976 et qui parlent donc de ce thème. Donc c'est donc ça dure à peu près quoi, ça dure une vingtaine de secondes à peu près, et pour faire 3 minutes. Bon, 3 minutes, plusieurs fois 20 secondes en fait. Et puis à partir de ce petit film, on vous pose une question, c'est juste pour vérifier si tout fonctionne. C'est parti. C'est presque parti. Si l'humanité accède un jour à ce sentiment, nous, les hommes, affrontant l'univers, ce sera à travers la science. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information ou sur le compte-rendu sportif. Et la rue présentera un singulier spectacle. Mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir, non seulement pour leur distraction, non seulement pour leur éducation, mais encore pour tous les actes pratiques de la vie. Karine Adams, depuis bien longtemps, ne se dérange plus pour faire ses courses. Elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger. C'est déjà un fait. La télévision peut apporter l'enseignement programmé à domicile. Demain,
Elle offrira sur un écran de taille illimitée des programmes choisis à la carte. Personne ne croyait à la possibilité de voyage dans l'espace, ou à l'énergie atomique, aux robots, à tout ce que nous lisions dans Jules Verne, et à tout ce qui est finalement arrivé. Nous devenons peu à peu des Martiens. Le mystère des espaces infinis ne nous effraie plus. C'est une très belle formule que Toffler a trouvée, le choc du futur. Que les changements vont en s'accélérant. Que tout ne devient pas seulement plus étrange, mais à la fois plus étrange, plus vite. Churchill disait que le monde moderne et lui-même étaient mis devant une alternative. Et que cette alternative, c'était celle de deux enfers. Il y avait l'enfer des guerres et des destructions, et il y avait le second enfer qui était l'enfer de l'automatisme, de la planification, de l'homme-robot. Nous avons atteint ce moment du temps où les erreurs sont si lourdes et notre marge pour les corriger si petite que nous ne pouvons plus nous permettre de jouer. Nous avons à prévoir. Les premières maisons sous la mer dont il étudie les prototypes seront apparues sur le plateau continental. Vous devez le croire. Malgré notre meilleure volonté, nous mourrons tous dans un pays étranger. Qu'est-ce que vous appelez un pays étranger? L'avenir. Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur, au prix de sa liberté? Voilà, alors sur la base de ce petit montage, eh ben, on vous propose de tester les tableaux boîtiers avec cette question. Quelle idée vous a semblé la plus en avance sur son temps? Alors, vous appuyez sur le A si vous pensez que c'est les smartphones dans la rue, B, les écrans de taille illimitée et des programmes à la carte, C, les commentaires finaux d'Asimov, D, les achats à distance, ou E, l'évocation de la faiblesse des marges de manœuvre de l'humanité. Voilà, c'est parti. Visez ce petit boîtier si vous pouvez. Vous êtes nombreux et on va voir un petit peu comment un flux important fonctionne avec Alors comment ça marche effectivement? Il y a une clé USB qui va rapatrier toutes vos questions. Nous, ce qu'on voit, c'est le nombre de réponses qui s'affichent quasiment en temps réel. Par exemple, là, on est à 47 réponses. Et comme ça, on va déjà établir combien de personnes à peu près on est dans cette salle. Et puis, on verra donc, en temps réel, après un petit calcul fait par l'ordinateur, les réponses. Bien. On est à 54, je pense que ça doit être ça plafonne. Ah, non, ça remonte encore. Voilà. Alors, il n'y a rien à gagner, évidemment. Hein. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez, 59. 60. Allez, on y va à 60. Il y a quelques personnes qui sont arrivées après. Si vous n'avez pas de boîtier, ils sont à votre disposition. Il est temps de... Pour la prochaine, ça sera... bon. Donc, voici les résultats. Alors ben voilà, alors vous avez 33% de vous qui ont été étonnés par l'évocation de la faiblesse des marges de manœuvre de l'humanité. Et puis, vous avez 20 tiers d'entre vous qui ont été plutôt surpris par les smartphones dans la rue. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Donc, on peut commencer cette présentation. Alors, cette présentation, pourquoi s'intéresser à la science-fiction? Alors, ça, c'est un peu la question. Nous, on a pris le prétexte de parler de la situation actuelle, la situation mondiale, que l'on peut synthétiser à travers ces 4 courbes. Donc, les deux d'en haut, c'est l'évolution de l'énergie qui est utilisée dans le monde depuis 1800. Et celle de droite, en haut, c'est la démographie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis 1800, l'humanité est passée d'une utilisation énergétique basée sur la biomasse, c'est-à-dire le bois, mais aussi, ce qui n'a pas marqué là, sur l'énergie musculaire, aussi bien des animaux que des esclaves, à des super pouvoirs à travers les ressources fossiles non renouvelables qui sont le charbon, le pétrole, etc. Et ces super pouvoirs nous ont apporté évidemment plein de choses. On ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire si on n'avait pas toute cette énergie à profusion. Mais elle a aussi
un pendant, c'est-à-dire d'abord elle a été couplée à une évolution démographique absolument sans précédent, et donc on atterrit à deux situations, il y en a évidemment plus que deux, mais une problématique climatique qui s'installe dans le sens où cette combustion s'est changée en énergie qui est rapatriée, on va dire, dans l'atmosphère et qui commence à toucher le système climatique, qui commence à réagir sous forme d'impact, et elle est couplée également avec une crise, on appelle ça une crise de la biodiversité, c'est-à-dire qu'en gros, il y a de moins en moins d'espèces du monde vivant non humain sur la planète. Donc l'idée, c'est de se demander ces trois courbes, enfin toutes ces courbes qu'on voit qui augmentent de façon tout à fait exponentielle, que vont devenir ces courbes? Est-ce qu'elles vont chuter brutalement dans les 30 ans, 50 ans à venir? Est-ce qu'elles vont se stabiliser? Est-ce qu'elles vont décroître progressivement? Et donc c'est à travers le prétexte de la science-fiction qu'on va raconter tout ça. Et donc, pour synthétiser tout ça, une citation de Arthur Clarke qui a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace, qui nous dit: la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà dans l'impossible. Et donc c'est là où on va essayer d'aller. Donc la science-fiction, c'est une autre manière de parler des enjeux du présent, une autre manière de les remettre en perspective, voire même de changer carrément de perspective. Ça permet de faire ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est l'un des rares endroits où on peut voir vivre, s'organiser les générations futures, dont on parle souvent en ce moment, dans des systèmes sociaux et des environnements différents, avec une puissante forme d'évocation. Donc avec la SF, on peut multiplier les futurs, tous les futurs possibles, imaginables, et dans une certaine mesure, nous projeter, nous identifier aux humains qui y sont présentés. Alors en exagérant les tendances actuelles, les auteurs de SF proposent des univers construits sur la base d'éléments qui sont généralement présents ou en germe actuellement, dont les prolongements logiques sont poussés à l'extrême et poussent ces logiques pour nous montrer jusqu'où ça peut aller. La science-fiction, elle permet aussi de tester certaines hypothèses scientifiques, encore dans le domaine fondamental, voire complètement théorique, et de leur donner, parfois de façon visionnaire, mais parfois aussi de façon complètement fausse, c'est pas très grave dans le fond, des champs d'application. Ce sont des illustrations. Et en se projetant loin, la SF nous permet d'explorer les ruptures. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les tabous, de façon moins angoissante que si on se projette à un horizon de 5 ans ou quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Notre cerveau est fait de façon que notre quotidien, l'environnement dans lequel on a grandi, constitue notre normalité. Et on a énormément de mal à envisager le futur autrement que comme une poursuite des tendances qui sont à l'œuvre, ou celles qu'on a observées au cours de notre vie, de notre expérience intime du déroulement du temps. Ce qui fait qu'en fait, on est un peu tous, et même les prospectivistes le reconnaissent, on est un peu tous plutôt myopes dès qu'il s'agit d'essayer de se projeter un peu loin dans le futur. Donc, justement, la SF nous permet d'imaginer les ruptures, les paliers, les accélérations dont on sait qu'au final, c'est ça qui compte souvent dans l'histoire. Il y a aussi le côté d'extérioriser les inquiétudes, les angoisses qui comptent et qui peut être quelque chose d'important chez certains d'entre nous. Et enfin, pour ceux qui sont les plus éloignés du monde scientifique, la SF peut permettre d'intégrer les dernières avancées, même si parfois ça peut être justement un petit peu à double tranchant. Alors sur ce, on va essayer de vous tester sur votre connaissance ou en tout cas votre goût pour la science-fiction. Donc on vous pose cette question: quel genre d'histoire aimez-vous le plus dans l'univers de la science-fiction? A, voir comment pourrait fonctionner la société dans le futur. B, suivre les survivants de catastrophes. C, les histoires où le réel et le virtuel se mélangent. D, découvrir de nouvelles technologies. E, des histoires dans l'espace et des mondes extraterrestres. Alors ça nous permet cette question nous permet de voir un petit peu le profil des personnes qui lisent ou pas la science-fiction, plutôt que de vous poser la question est-ce que vous lisez ou pas la science-fiction, comprendre bien comme acquis que si vous êtes là ce soir, vous en avez au moins lu ou vu à travers des films.
Et donc, ça permet de suivre un petit peu si vous êtes plutôt fan de quel futur êtes-vous fan, finalement. Plutôt de catastrophes, de virtuels, de nouvelles technologies, d'espace, etc. Alors, tu sais que nous en sommes. Nous sommes à 50 personnes, il y en a qui le fait c'est encore un peu. Et voilà, on arrive à la soixantaine tout doucement, donc on va pouvoir regarder un petit peu ça. Ah, il y en a qui se sont rajoutés, 64. Ok. 64 votants, et on regarde les Très résultats. bien. Alors, voir comment pourrait fonctionner la société dans le futur, ça fait la moitié d'entre vous. Et puis après, il y a plutôt des fans de catastrophes, de voir comment les personnes se réorganisent. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Et également, les nouvelles technologies. C'est vrai qu'avec les effets spéciaux, en plus, on peut les voir fonctionner. Et également des histoires dans l'espace et dans le monde extraterrestre. Alors, on va faire un petit focus maintenant sur ce qu'on appelle la climate fiction, c'est-à-dire la fiction climatique. La fiction climatique, c'est une sorte de sous-genre de science-fiction qui a vu le jour, on va dire, dans les années 2010. Et on se demande donc si, d'abord, en premier lieu, si la science-fiction, c'est le miroir de son époque. Et donc, avant ça, on va faire une petite analogie, enfin, une petite chronologie plutôt de la science-fiction par rapport à son époque, avant de parler de la fiction climatique. Ouais, qu'est-ce qui nous nourrit à l'époque actuelle? Mais c'est vrai que les œuvres de SF sont indissociables du contexte socio-économique dans lequel elles ont été produites. Elles reflètent les questionnements de leurs contemporains, leurs craintes, voire leurs angoisses, leurs espoirs, mais aussi leurs enthousiasmes projetés dans un monde futur. Et selon les cas, soit on est dans le genre utopique, quand on projette des espoirs et des enthousiasmes, la croissance dans le progrès, soit dans le genre dystopique, si ce sont plutôt nos angoisses et les craintes de dysfonctionnement qui sont les plus mises en avant, qui sont au cœur de notre vie. Donc rapidement, pour illustrer cette relation, je vous propose un découpage en grande période. Alors ce découpage, il est très grossier. Voilà, c'est plus pour illustrer ce qu'on vient de dire, parce que les périodes en réalité se superposent. Donc voilà, vous nous excuserez si vous êtes des lecteurs, voilà, ou des spectateurs de films. Et que vous connaissez beaucoup la science-fiction, ça va un petit peu forcément vous sembler trop simple. Donc au 19e siècle, ce sont les débuts de la science-fiction, et dès le départ, l'idéal du progrès a été nuancé par les rapports relativement complexes à la technologie, les craintes qui sont associées à son utilisation. Et par exemple, Jules Verne évoque l'épuisement des ressources naturelles, le charbon à l'époque, alors qu'on était au tout début de l'exploitation. Dès le départ, ce sont des thématiques qui ont intéressé les auteurs de science-fiction. Ça, c'était dans un livre qui s'appelle Les Indes noires. Dans l'entre-deux-guerres, la SF a été marquée pas mal par le thème de l'organisation scientifique du travail, qui transforme l'homme en machine, les questions autour de la robotisation. Et c'est un thème qui renaît aujourd'hui, et ça je pense que vous en êtes bien rendu compte, autour des questions d'intelligence artificielle qui pourraient dépasser l'homme. Donc voilà. Les thématiques sont toujours là en filigrane. Après 45 et l'épisode des bombes atomiques et la guerre froide qui a attesté de la capacité de l'homme à s'autodétruire, on a vu là apparaître une grande période de récits apocalyptiques. Là aussi, cette veine est toujours à l'œuvre, il sort toujours des récits de ce genre, on y reviendra. Dans les années 60-70, à l'époque de la conquête spatiale, on a pointé, nous, une influence un petit peu nouvelle qui arrive à ce moment-là, basée sur la New Wave, l'éveil de la conscience écologique. Et on a choisi un recueil de Jean-Pierre Andrevon, certains connaissent peut-être, qui s'appelle « Cela se produira bientôt ». Et il est le premier, en 1971, à intégrer le réchauffement climatique tel que nous le connaissons réellement, puisqu'il évoque textuellement le fait que l'échauffement de l'atmosphère consécutif à l'excès de gaz à effet de serre a entraîné des pluies perpétuelles. Donc lui, c'est comme ça qu'il l'a traduit. Mais c'est là où, dès 1971, il évoque
ce dispositif. Et c'était il y a 50 ans. Dans les années 90, rapidement, on n'a pas mis d'illustration, mais ça a été beaucoup la période du développement de l'informatique auprès de tous les publics, on va dire, des images de synthèse, et il y a eu beaucoup de films et d'œuvres en tout genre autour de la question de la réalité virtuelle. Matrix doit être l'exemple phare de cette période. Et depuis les années 2000, on bascule du récit apocalyptique nucléaire vers les craintes écologiques, avec l'idée nouvelle que les catastrophes ont été générées collectivement et qu'elles auront lieu à l'échelle planétaire. Et là, on a choisi comme exemple New York 2140, qui est l'histoire d'un groupe de New-Yorkais qui survivent dans les buildings du sud de Manhattan, qui est devenu une super Venise après l'élévation du niveau des mers de 15 mètres. Et on voit ces groupes de personnes vivre et s'adapter. Tout à fait d'actualité d'ailleurs avec cette devise. Alors dans ça, il y a la fiction climatique. Donc la fiction climatique, c'est quoi? C'est un peu le reflet de notre époque actuelle. Et si on synthétise un petit peu notre époque actuelle, il y a une sorte de prise de conscience d'abord de la finitude des ressources. Ça, on peut faire le parallèle avec la conquête spatiale notamment et les premières photos de la Terre vues de l'espace qui a marqué l'humanité, puis à mon sens, je pense qu'il marque encore l'humanité. Donc cette prise de conscience veut dire que finalement, on ne peut plus continuer cette idéologie, ce système économique basé sur une croissance infinie. À partir du moment où on est sur un monde fini. Donc ça a été déjà mis sous forme de rapport et sous forme d'alerte en 1972 par le rapport Meadows, ce qu'on appelle Alerte à la croissance. Et donc ça a généré une certaine inquiétude quant au futur, sachant qu'effectivement on peut qualifier les changements climatiques d'expérimentation. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose que la planète n'a encore jamais connu, c'est-à-dire une brusque évolution du système climatique due à une espèce vivante en particulier, exactement comme par exemple quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, la Terre était en train d'expérimenter quelque chose qu'elle n'avait encore jamais connu. Donc ça soulève forcément beaucoup de questions, dont la responsabilité collective. À partir du moment où tout un chacun est responsable de cette problématique, tout un chacun est donc partie de la solution. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comment faire ça? Ben ça, c'est une autre histoire. Alors, on a commencé à parler d'éco-fiction en 2012, notamment par un auteur qui s'appelle Shel Moore. Et puis, on a parlé de fiction climatique. Ça, c'est un journaliste américain en 2010 qui a sorti le terme. Et pour lui, la fiction climatique, c'est un cousin de la science-fiction, c'est un sous-genre, à la différence près qui se base, et je le cite, sur la réalité et la science véritable. Alors, on pourra discuter ce que c'est que la science véritable, et c'est assez amusant, mais tous ces éléments sont un peu intégrés, imposés dans l'imaginaire collectif, à travers notamment du cinéma, des images, de la lecture aussi, mais à travers une série de récits d'une société qui irait donc au-delà de celle qu'on connaît, c'est-à-dire une société post-technologique, post-ressources naturelles, dans lesquelles les changements climatiques sont la toile de fond. Ce que dit aussi Bloom, c'est que la fiction climatique peut éventuellement réussir là où les articles de presse et surtout les scientifiques n'arrivent pas à réussir, c'est-à-dire en rendant des rapports qui sont soit pas accessibles, soit ennuyeux, aussi bien pour les décideurs ou pour le grand public. Et donc, il y a une fenêtre d'ouverture qui peut être intéressante pour amener à, au-delà de la réflexion, à des changements de comportement. Alors un petit panel, ça c'était pour illustrer un petit peu l'émergence des œuvres qu'il y a. Il y a aussi bien des œuvres sous forme de cinéma, mais sous forme littéraire. Il y a maintenant dans les librairies spécialisées des rayons qui sont vraiment spécialisés sur fiction climatique, fiction climatique, ou on le verra après, post-apocalyptique pour le sous-genre. Voilà. Donc, ce qui nous amène à la question suivante. Puisqu'on a parlé d'avenir climatique, alors selon vous, quel avenir climatique proposé dans ces films vous semble probable? Alors, on en a dit quelques-uns. On a choisi 5 œuvres. On a choisi 5 œuvres pour illustrer chacune des propositions. Donc, pour le décalage des saisons, on vous a choisi Le jour d'après de 2004, en 2004 de Roland Emmerich, qui met en scène un changement climatique
imprévu et violent à l'échelle mondiale. Et c'était un peu le premier film de ce type qui a marqué les esprits. Je sais pas, je pense que pas mal d'entre vous ont dû le voir. Dans Geostorm, pour illustrer les tempêtes géantes, qui est un film récent de 2017, grâce à une coopération sans précédent entre les États, un réseau de satellites peut contrôler le climat de la Terre et protège les populations. Jusqu'à ce qu'un groupe malveillant mette la main sur le dispositif et programme une série de tempêtes géantes. Le choix pour cette proposition B. Quant au C, une submersion d'ampleur, là vous reconnaîtrez là aussi un film un peu plus ancien des années 90, Waterworld, qui était visionnaire à l'époque, puisque le désert aquatique qu'il représente était lié à la glace, à la fonte des glaces des pôles, et la Terre s'est retrouvée entièrement recouverte d'eau, pas par un déluge comme on pourrait le croire de prime abord, donc par la fonte des glaces. Dans Interstellar, qui est plus récent, Christopher Nolan, en 2014, montre la sécheresse et les tempêtes de poussière comme les moteurs, les principaux éléments qui rendent la Terre hostile et qui poussent les hommes à chercher des solutions dans l'espace. Notre Terre, on reviendra. Et enfin, dans Le Parfum d'Adam, un livre dans notre sélection, pour ne pas mettre que des films non plus. C'est un roman d'espionnage de Jean-Christophe Ruffin qui met en scène un groupe d'écologistes extrémistes qui souhaitent protéger la Terre à sa manière. Et pour eux, le problème numéro 1, c'est la surpopulation. Et donc, ils mènent des actions de bioterrorisme basées sur des souches nouvelles de choléra. Pour trouver des solutions à ce problème. Voilà. Donc du coup, quel avenir climatique proposé dans ces films vous semble probable? Donc décalage des saisons A, des tempêtes géantes B, une submersion d'ampleur C, des sécheresses plus sévères en D et des nouvelles pathologies en E. Voilà. Alors, oula, ça va très vite. Tout le monde est très inspiré, c'est très bien. Donc vous remarquerez qu'on a mis le choix des films, on a mis des films à la fois connus, à la fois pas connus, mais beaucoup de blockbusters pour que chacun arrive au moins à se reconnaître là-dedans. Donc 68, voilà, formidable. Donc je pense qu'on est arrivé. Alors, des sécheresses plus sévères, bon, ouais, pour un tiers d'entre vous qui ont été marqués par cet été toulousain, j'imagine. Et puis après, voilà, c'est ça, c'est assez ventilé entre des tempêtes géantes, une submersion d'ampleur ou des nouvelles pathologies. Tout ça se retrouve un petit peu effectivement dans l'actualité. Vous avez suivi par exemple l'an dernier ou même il y a 2 ans une série d'ouragans tout à fait exceptionnels. On a même noté maintenant des ouragans qui se dirigent vers l'est, vers l'Europe, alors que d'habitude avec la rotation de la Terre, vont plutôt vers l'ouest. Voilà. Donc ce qui nous amène à vous proposer, parce que peut-être des futurs auteurs, peut-être que cette conférence va engendrer des vocations. Donc, quelle est la recette pour faire une bonne fiction climatique? Alors, on a fait 2 colonnes, la fiction climatique et la réalité. Alors, tout d'abord, dans la fiction climatique, les échelles de temps sont raccourcies. Parce que vous avez vu le jour d'après, effectivement, c'est l'hiver qui s'installe physiquement. C'est-à-dire qu'on peut être poursuivi par l'hiver. Vous voyez, on peut le congeler sur place. Donc, c'est assez raccourci. Et donc, quand on parle de changement climatique, souvent, c'est représenté de manière très brutale. En fait, en réalité, la grande majorité des changements climatiques sont invisibles. Ce sont des tendances. Quand on voit que quand on mesure que les glaciers fondent de 1990 à 2010, en fait, ils fondent pas en l'espace de 20 ans. Ils fondent tous les jours un petit peu et à un moment donné, on prend une photo. Donc, les tendances, en réalité, sont peu perceptibles. Alors ensuite, il y a l'homogénéisation. C'est vrai que souvent, quand il y a un problème dans un film, il est à l'échelle de la Terre entière. Par exemple, il y a des mondes bleus comme Waterworld, donc il n'y a que de l'eau partout. Il n'y a pas une seule Terre émergée. Si, mais bon, je vous dis pas la fin. Et après, il y a dans The Day After, c'est l'hiver, donc tout est blanc partout, c'est tout l'hiver. On retrouve dans plusieurs films aussi. Dans Mad Max, vous voyez que c'est un désert, il n'y a plus rien, tout est orange et jaune. Voilà, donc cette homogénéisation, en fait, pas du tout. Dans la réalité, nous avons des multi-contextes tout à fait différents et les impacts des changements climatiques sont complètement différents suivant les latitudes et suivant les particularités, les spécificités géographiques, ou les biomes, etc. Alors, dans une bonne fiction climatique, vous avez un héros.
généralement c'est plutôt un héros masculin d'ailleurs, et à lui tout seul avec ses petits bras et parfois sa petite intelligence, il arrive à sauver beaucoup de monde, etc. Bon, ça, si vous voulez faire une bonne fiction climatique, c'est comme ça qu'il faut se prendre. En réalité, c'est une action collective, étant donné, je l'ai dit tout à l'heure, que tout un chacun sur la planète était responsable par les activités de ce qui se passe. En réalité, la solution passe donc forcément par l'action collective. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le miracle technologique, c'est-à-dire que dans les films, notamment véhiculés par les effets spéciaux maintenant, il peut y avoir donc tel ou tel aspect qui peut d'un coup sauver toute la planète en même temps. Il peut s'agir d'un robot, il peut s'agir d'un programme, n'importe quoi. En fait, dans la réalité, les miracles technologiques, on est plutôt prudent. Il existe quelque chose qui s'appelle le principe de précaution, qui fait qu'on essaye de réfléchir à 2 fois avant de mettre sur le marché certaines technologies. Évidemment, il y a certaines technologies qui échappent au filet, comme par exemple la 5G pour les téléphones, dont on n'a aucune idée sur l'impact sanitaire et qui est en train de se développer. Mais en règle générale, il y a plutôt une prudence dans la réalité par rapport à ces aspects technologiques. Mais il n'empêche que face au changement climatique, on parle beaucoup de géo-ingénierie. Voilà, Guillaume vient d'évoquer à l'instant l'idée de miracle technologique, et c'est ce que laisse miroiter les développements ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui apparaît de plus en plus sérieusement comme un recours possible. Pour éviter les effets perturbateurs des évolutions climatiques globales, l'ambition, c'est d'intervenir directement et à grande échelle sur les processus bio, géo, physico-chimiques. On va en voir quelques exemples. Alors, même si ça semble de l'ordre du fantasme, il faut quand même être conscient qu'en fait, on est dans la poursuite d'une évolution, d'une longue histoire de domestication et d'exploitation de son environnement par l'homme. Donc, vu à l'échelle de l'histoire humaine, on est simplement dans un palier supplémentaire. Et cette conception gestionnaire est appliquée à presque tout ce qu'on pouvait appeler ou ce qui avant relevait du naturel entre guillemets. Donc on vous propose ici 4 grandes familles autour de cette question de la maîtrise de la nature. On va pas rentrer dans les détails. Simplement, on va évoquer dans l'âge de cristal, sur la première vignette qui date des années 70, une nature sous cloche, jardinée, une nature d'agrément qui joue un rôle de bien-être du point de vue strictement humain. Dans Valérian et la Cité des 1000 planètes, en dessous, là on a une nature inexistante dans la réalité, mais qui est uniquement virtuelle et totalement récréative. Les 2 héros qu'on voit ici sur l'image sur une île déserte sont en fait dans une salle de leur vaisseau et s'octroient un moment de détente dans une nature idyllique. Ils sont complètement reconstitués. La nature sanctuarisée, pour illustrer ça, vous voyez l'image d'un film qui s'appelle Silent Running, qui est un film qui est peu connu, des années 70, pas forcément très palpitant, mais très intéressant dans sa posture et ses questionnements. On y découvre la nature terrestre sauvegardée dans un vaisseau en orbite autour de la Terre, et arrive un jour où la question de l'utilité de cette sauvegarde, au vu du coût de l'opération, se pose. Donc voilà le contexte. Et enfin, un livre, pour équilibrer un petit peu quand même, Oli Bargeren, qui date de 44, où le héros nous fait découvrir la Terre dans 100 000 ans. Alors on a eu envie, pour illustrer ce thème-là, d'une nature totalement maîtrisée, vraiment à l'extrême, de vous lire un petit extrait qui montre l'extrapolation de la logique du partage des tâches et de la rationalisation des systèmes. Donc, je vous en fais une petite lecture, je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, que des extraits parmi tout ça. Les montagnes ont été rasées, les océans comblés, les fleuves enterrés, les terres nivelées. Les ruisseaux et les fleuves courent à l'intérieur du globe en un mouvement perpétuel entretenu par les différences de température du sous-sol. Des canaux creusés de main d'homme, irriguent par-dessous les prés et les vergers, donnent à l'air, par l'intermédiaire des plantes, l'humidité nécessaire à la vie, transportent la chaleur du feu central vers les pôles et l'hémisphère menacé par l'hiver. Notre terre est plus reconnaissable, toute plate, toute tiède. Plus d'orages, plus de cascades, plus de montagnes, plus de coteaux modérés, la plaine partout, le soleil toujours. Les mammifères ont été réduits à 2 espèces, les vaches
et les porcs devenus herbivores. Donc voilà, je sais pas si ça vous fait rêver. Donc, on est bien entendu loin de cette description dans la réalité, mais notre biosphère et ces systèmes écologiques sont quand même de plus en plus appareillés, numérisés, modélisés, et ils font l'ébauche d'une gestion en termes de ressources, de capital naturel, de services écologiques, que le développement d'une instrumentation scientifique rend peu à peu possible. Donc cette nature, elle pourrait faire l'objet de ce qu'on appelle une forme de maintenance, à l'image de toute entité machinisée, comme s'il était possible de réparer la planète, de réparer son climat ou tout écosystème abîmé. Alors on comprend bien que ces perspectives, elles peuvent aussi apparaître comme des solutions qui vont nous sauver, peut-être nous permettre de nous abstenir de tout véritable effort de remise en cause de notre développement, mais que ça peut aussi être une source d'inquiétude. Alors comment maîtriser les rétroactions, toutes les conséquences non maîtrisées en cas d'erreur, d'initiative de géo-ingénierie, est-ce qu'on pourrait les corriger? Qui serait considéré comme responsable? Donc voilà, ça ce sont des questions qui ont beaucoup inspiré les auteurs. Trois petits focus sur Snowpiercer qui présente les conséquences d'une tentative de dompter le climat qui a mal tourné. La Terre rentre dans une ère de glaciation et il n'y a plus qu'un train qui tourne à la surface de la planète. Dans Bleu comme une orange, la géo-ingénierie fonctionne très bien. Et là, on retourne dans des problématiques de domination économique, de lobby. Dans ce roman, on soupçonne la grande machine bleue, qui est l'énorme cartel qui propose des techniques de pointe pour refroidir la Terre, de provoquer délibérément des troubles climatiques afin de placer sa marchandise. Et dans 100 degrés sous zéro, là, on parle de resalinisation du Gulf Stream, où l'un des personnages s'émeut que nous terraformions déjà la Terre, mais sans savoir ce que nous faisons. Alors voilà pour la géo-ingénierie. Il y a une sorte de pendant à ce volet de maîtrise de la nature. Il y a pas mal d'auteurs qui s'inspirent d'une nature qui reprend ses droits, qui se venge de tout le mal que les hommes ont fait. Donc dans Phénomène, c'est le seul exemple qu'on vous présentera dans ce domaine, l'auteur décrit comment les arbres poussent les hommes au suicide en émettant des neurotoxines dans les villes. Donc voilà, on referme vite la parenthèse sur la nature vengeresse, mais il est l'heure de vous laisser vous exprimer sur cette question de la géo-ingénierie. Voilà, alors ce qu'on vous propose, c'est parmi ces propositions face au changement climatique, laquelle vous semble la plus farfelue. Alors la première, ça serait fertiliser les océans, c'est-à-dire mettre quelque chose dans les océans de manière à tamponner, on va dire, les effets, les impacts du climat sur les océans. En B, libérer des particules dans la haute atmosphère. En C, installer des ombrelles spatiales. En D, capturer le CO2 de manière mécanique. Ou en E, modifier le Gulf Stream. Voilà. Alors on vous laisse voter. Là, déjà, on sent qu'il y a moins d'inspiration. Tout de suite. Et plus de latence. Donc on va expliquer un peu plus en profondeur en fonction des résultats. Ok. Alors. C'est la station. Si la version arrive. Donc voilà, 64. Donc je te laisse. Voilà. Alors voilà. Ah, donc installer des ombrelles spatiales, ça vous semble pour chacun d'entre vous le plus farfelu. Et puis après, ça serait fertiliser les océans et ensuite modifier le Gulf Stream ou encore capturer le CO2 de manière mécanique. Ce qui nous permet de vous dire qu'en fait, il n'y a absolument rien de farfelu parce que tout est en ordre de marche, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il existe des projets de recherche sur à peu près tout ce qu'on vous a présenté. C'est-à-dire que, par exemple, mettre des ombrelles dans l'espace, c'est un projet de la NASA, tout à fait crédible, pour essayer de mettre une sorte de parasol pour limiter les rayons solaires. Ils ont eu la même idée en mettant des particules dans l'atmosphère de manière pareille à faire réfléchir un peu plus les rayons solaires. La capture du CO2 qu'on appelle la séquestration est un des projets les plus avancés, on va dire, pour essayer de recapturer l'excès de CO2 dans l'atmosphère.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la fertilisation, donc de mettre du sulfate de fer dans les océans pour essayer de dynamiser, de développer notamment le plancton pour que ça absorbe un peu plus de CO2, etc. Et aussi mettre de la chaux dans les océans pour essayer qu'il évite de devenir trop acide. Vous savez que l'acidité amène la disparition notamment des coraux. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait donc la météorisation augmentée. La météorisation augmentée, en gros, c'est de favoriser, de broyer des roches en toutes petites particules de manière à ce qu'elles accélèrent l'absorption du CO2 pour que ça se transforme en roche. Normalement, c'est un processus qui met des milliers d'années. Donc là, ça serait pour l'accélérer. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà. Il y en a plein de géo-ingénierie. Alors, on repense aussi, là, ces derniers temps, il y avait le Qatar qui climatisait ses rues, parce qu'il faisait tellement chaud que, quasiment, il climatisait les villes. Bon, en fait, pas loin de chez nous, on chauffe des terrasses quand même dehors, hein, donc on réchauffe la rue quand il fait trop froid. Donc voilà, la géo-ingénierie se trouve à peu près à toutes les échelles. Ça, c'était un peu pour vous montrer le nombre d'articles scientifiques sur la géo-ingénierie ou sur la gestion du rayonnement solaire ou la capture du carbone depuis 1998, par exemple, 2007, etc., qui sont vraiment en exponentielle, en évolution exponentielle, et qui sont considérés par les scientifiques, notamment le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, comme des options qui peuvent paraître crédibles. Et donc on a mis cette affiche que vous connaissez peut-être, ce film Total Recall, qui est un peu la quintessence de cette géo-ingénierie, puisque à la fin de ce film, Mars devient subitement une deuxième Terre, c'est-à-dire que l'atmosphère se transforme et les héros qui allaient étouffer se retrouvent sauvés. Ce qui nous amène à poser cette question, finalement, l'avenir est-il dans l'espace? Pour reprendre un petit peu un scientifique qui est dans le film Interstellar, il dit nous ne sommes pas censés sauver la planète, mais la quitter. Alors, ça nous semble tout à fait farfelu, mais ce sont quand même les termes qui ont été employés par le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui dit l'avenir de l'humain se trouve dans l'espace. Donc là, la fiction rejoint la réalité ou l'inverse, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que l'espace a toujours été un petit peu cet imaginaire pour l'humain d'essayer d'y aller coûte que coûte, je dirais. Et on le retrouve donc dans le cinéma, puisqu'il y a eu 42 films jusqu'à présent qui ont pris Mars comme scène entre 1918 et 2015. Et on retrouve vraiment une quantité de films impressionnants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, chaque année, je dirais, ça s'accélère même un peu plus, chaque année, les astrophysiciens nous révèlent qu'ils ont découvert une sorte d'exoplanète qui est en fait une statistique comme quoi, parce qu'on peut pas le voir, hein, même avec des jumelles très puissantes. Bon, mais statistiquement, il y aurait des exoplanètes qui auraient la même configuration, je dirais, que la planète en tant sur la taille, sur la distance avec un soleil, etc., etc. Et la planète la plus proche, l'exoplanète la plus proche qu'on aurait découvert est à peu près 4,2 années-lumière. Voilà. 4,2 années-lumière, donc la plus proche de la Terre qu'on ait découvert. Il faudrait mettre 19 000 ans pour l'atteindre avec la technologie actuelle. Bon, du coup, ça coupe l'imaginaire. Il vaut mieux rester dans l'imaginaire pour aller dans l'espace que dans la réalité. Donc, du coup, ça nous amène un petit peu à cette question. Ah oui, je voulais parler aussi quand même du projet Mars One. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était un projet très sérieux, développé par un ingénieur hollandais qui voulait amener des gens sur Mars, mais avec un aller simple. Voilà. Il n'y avait pas de retour prévu. Et finalement, ce projet a fait faillite en mars dernier. Voilà. C'est assez ironique. Donc, ça nous amène à cette question sur cet avenir dans l'espace. Qu'est-ce que vous préféreriez? A. Vivre sur la Lune dans ces conditions locales. B. Terraformer Mars, c'est-à-dire rendre Mars possible à la vie humaine. C. Aller sur une exoplanète au prix d'un voyage de plusieurs générations. D. Naviguer dans l'espace dans des vaisseaux autonomes. Ou E. Rester sur Terre, quel que soit son futur. Ça commence à être un peu compliqué comme question, c'est normal. Voilà, bientôt, tout à l'heure on avait 68, c'était le record, on va peut-être le battre, et voilà, on a atteint 68. Alors, on va voir un petit peu. Ah, rester sur Terre, quel que soit son futur. Bon,
Il n'y a pas de future cause des box par ici, et qui vont être très peu. Il y a quand même 15% d'entre vous qui pourquoi pas, naviguer dans l'espace dans des vaisseaux autonomes, ou 10% qui pour terraformer Mars. Bon. Mais celui qui va sur la Lune, il n'avait pas noté ça Oui. sur la Lune. Là, il est 5% Ouais. qui se trouveraient sur la... Bon, ben ça tombe bien, rester sur la Terre, c'est exactement la suite qu'on vous propose. Vous avez un petit peu prévu, voilà. Donc, je voulais vous parler de, ok, on reste sur la Terre, on reste sur les courbes exponentielles, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, on envisage les post-apocalypses, c'est-à-dire, c'est vraiment devenu un sous-genre. On retrouve une multitude d'œuvres qui parlent de réorganisation de groupes d'humains face à une catastrophe. Alors, les causes sont diversifiées. En fait, quelle que soit la cause, l'idée de ce sous-genre, c'est de regarder comment les humains se réorganisent et comment ils font ça et quel savoir ils mobilisent. Est-ce qu'ils savent toujours faire du feu? Est-ce qu'ils savent planter les choses pour trouver ou chasser pour trouver de l'alimentation? Qu'est-ce qu'ils décident en termes de gouvernance? Est-ce que ils décident que ce soit démocratique ou c'est la loi du plus fort? Comment ça fonctionne? Voilà. Alors, les causes sont diversifiées. Par exemple, dans le premier, la route. C'est un père avec son jeune homme pendant tout le film qui essaye de survivre. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'ils sont obligés de survivre au milieu de plein de gens qui essayent de survivre. Dans Blindness, c'est un virus qui rend le monde aveugle et les gens essayent de continuer à survivre, mais cette fois de manière complètement aveugle. Mad Max, c'est la fin du pétrole. Dans The Walking Dead, c'est des zombies qui arrivent. Bon, ça, c'est un prétexte un peu plus farfelu. Et en fait, dans le dernier combat, ça c'est plus des personnes qui, à la suite notamment d'une catastrophe nucléaire, n'ont plus de poids. Alors les intérêts de tout ça, je l'ai dit, c'est sur les réorganisations collectives, mais c'est aussi sur la mise en scène de rupture brutale. Là, on s'intéresse à ce qu'il y a après. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça interroge du coup la viabilité de nos situations, mais aussi de nos savoirs de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de nos manières finalement de s'auto-gérer. Donc du coup, on vous propose une question par rapport à ça. Bon, vous restez sur Terre, très bien. Il se passe quelque chose. Bon, que reconstruire en priorité? Alors, on vous propose A, un système de gouvernance démocratique. B, une survie alimentaire de qualité. C, s'assurer d'une sécurité physique et psychologique. D, une solidarité et des liens sociaux forts. E, un système commercial fonctionnel. Bon courage. Moi, si je vais mettre une inspiration tout à l'heure. Ceux qui ne sont pas partis sur la Lune vont peut-être regretter de seulement devoir répondre à ces questions. Voilà, 70. Ah, on a deux nouveaux personnes. Il y avait des indécis ces dernières fois. Une solidarité et des liens sociaux forts pour pratiquement la moitié d'entre vous. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Une survie alimentaire de qualité. Et ensuite, on tombe plutôt sur s'assurer d'une sécurité physique et psychologique. Alors bon, c'est ça un peu l'intérêt de nos questions, c'est que ce sont des positionnements, il n'y a vraiment pas de bonne réponse. Et ça permet de voir aussi que ça pose des questions où il n'y a pas forcément une réponse. On est obligé de réfléchir à tout en même temps. Et c'est loin de se évident, mais dans le meilleur des cas, il s'agit de toute façon de s'adapter à ces nouvelles situations. Ça tombe bien, c'est le titre de la prochaine section. Qu'il y ait une apocalypse ou que les choses finalement évoluent un peu plus doucement, même si ça peut être rapide quand même à l'échelle d'une vie humaine, la question effectivement de notre adaptation se pose. Donc la raréfaction des ressources va-t-elle supposer des formes de sobriété collective? Quelle serait la version future des cartes de rationnement? L'adaptation est généralement vue comme un processus de sacrifice à consentir, sur le fait qu'on ne peut plus continuer comme aujourd'hui. Alors, la technologie sert souvent de refuge à ceux qui espèrent pouvoir garder les avantages de notre monde actuel. Et pour partie, ce sont aussi ceux qui pensent que l'avenir de l'humanité se joue dans les laboratoires de recherche. Bon, il y a déjà des propositions de manipulation du génome humain pour faciliter l'adaptation au changement climatique.
ces propositions qui arrivent, c'est par exemple réduire la taille des humains pour qu'ils consomment moins d'énergie, sous forme de nourriture, mais aussi pour réduire toute leur empreinte écologique. Il y a aussi augmenter leur résistance à la chaleur et à la sécheresse. Et si l'habitabilité de la planète paraît se réduire, il peut y avoir cette tentation de proposer l'adaptation de la biologie humaine comme une solution, au bout du compte, plus commode et moins risquée que celle de la biosphère, de modifier la biosphère par géo-ingénierie. Ça, ce sont des choses aussi sérieusement étudiées. Alors, on a quelques exemples là issus d'œuvres de science-fiction, bien entendu. Dans Animal Z, une BD de Alice Vidal, après un changement climatique brutal, c'est le chaos, bien entendu, toute communication, chacun pour sa peau. Et certains hommes sont favorisés, on les appelle les connectés, parce qu'ils peuvent utiliser des pattes qui leur permettent de se transformer momentanément en animaux. Donc celle-ci, elle est un peu extrême. Au XXIe siècle, dans Ciel brûlant de minuit de Robert Silverberg, là il y a un biologiste qui cherche à adapter l'humanité à une atmosphère pauvre en oxygène. Ça, c'est déjà plus envisageable. Downsizing, en 2017, propose la réduction de l'espèce humaine à moins de 20 cm pour limiter l'impact de la population. Dans Soleil Vert, la question de l'alimentation est traitée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est le Soleil Vert? Je ne sais pas si c'est la faute de donner la réponse de toi-même. Peut-être que certains sont passés à côté. Et donc, les sources de protéines, là, c'était les morts, voilà, qui étaient données aux vivants. Ça fait toujours plaisir. On découvre ça. Et les deux dernières images traitent plutôt de surpopulation. Comment gérer la surpopulation dans l'âge de cristal? Alors, vous avez mis une diapo où vous voyez la nature jardinier, donc des villes sous cloche assez agréables à vivre. Mais ça a un prix. Là-dedans, les gens meurent à 30 ans pour éviter la surpopulation. Et dans tous à Zanzibar, là, la surpopulation, elle est contenue par contrôle génétique. Dans un totalitarisme total, là, il n'y a plus aucune liberté individuelle. Voilà pour ce tour d'horizon qui fait chaud au cœur. Ce qui nous amène donc à cette question, tout à fait délicate à répondre. Pour vous, laquelle de ces solutions est-elle absolument inacceptable? Donc, A, contrôle des naissances, B, décès programmé, C, recycler les morts en nourriture, D, manipuler le génome humain, et E, le post-humanisme, c'est-à-dire la transformation. Ok. Donc là, nous avons bientôt 70 personnes et 71. À chaque question, il y a une nouvelle personne et ça rajoute, c'est formidable. Voilà, on vient de vote 2 fois. On va savoir. Alors, laquelle des solutions est absolument inacceptable? Donc pour 36% d'entre vous, ce sont les décès programmés. Pour 33% d'entre vous, recycler le mort en nourriture. Donc la dimension éthique très forte. Et après, effectivement, la manipulation des génomes humains. Bon, c'est vrai qu'on a été un peu fort sur les questions. Là, c'est pas facile, mais ça nous permet d'enchaîner avec des visions positives parce qu'il existe en fait des œuvres qui montrent le futur quand même plus positif. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup moins que les œuvres dystopiques, mais il y en a quand même quelques-unes. On va en regarder voilà, une petite sélection qui nous montre donc d'autres voies, on va dire celle d'une certaine sagesse retrouvée. Donc un peu comme dans le générique de Wall-E, qui est un film d'animation qui traite des déchets sur Terre, on va dire, mais à la fin, les hommes reviennent sur la Terre et fondent une nouvelle humanité, on va dire proche de cet imaginaire paysan, simple et économe, où la technologie est bien présente, mais totalement au service de l'homme. Donc là, on a une première proposition. Dans La Belle Verte, de Colin Serrault, qui date des années 90, mais j'ai pas noté la date exacte, 96 ou quelque chose comme ça, l'humanité a décidé de vivre en harmonie avec la nature. C'est très proche de l'imaginaire New Age. Il y a des humanoïdes de notre planète, des genres de hippies qui vivent en collectivité de façon simple et qui sont plus évolués que nous et qui considèrent notre société comme préhistorique.
Donc le message est intéressant en soi. Quelle société est la plus évoluée? Celle qui a renoncé à certains luxes ou à une société technologique et de consommation, ou ceux qui sont les plus technologisés? Donc dans le film peut-être de Cédric Clapiche, on a là aussi une vision tout à fait peu spectaculaire, bricolée d'un imaginaire assez simple et chaleureux de notre avenir dans un Paris sous les sables, où il y a des carrioles écologiques qui carburent au point. C'est assez ludique et c'est une vision dédramatisée du futur. Dans Gandahar, un film d'animation de René Lanoux, là, on a des humains qui vivent en harmonie avec la nature, mais ils ont génétiquement reprogrammé toute la nature pour subvenir à leurs besoins. Donc, il y a des insectes géants qui servent de véhicules, des pistolets à graines qui génèrent des ronces à croissance rapide, des oiseaux miroirs qui transmettent les images vers des tours de surveillance, etc. Tout un tas d'innovations mixtes entre technologie et nature. Donc c'est bien une harmonie retrouvée avec la nature, mais au prix d'une certaine instrumentalisation quand même de cette dernière. Et enfin, on va y passer assez rapidement, mais c'est pourtant une œuvre qui mériterait qu'on s'y attarde plus longuement, c'est une nouvelle qui a été éditée en 1955, donc c'était vraiment très très précurseur à l'époque. Ça s'appelle La Vague montante de Marion Zimmer Bradley, et dans lequel elle imagine une société d'abondance frugale, soustraite à l'empire de la technologie. Elle décrit la Terre dans 500 ans, et dans laquelle la notion de nation n'existe plus, le fédéralisme et l'autogestion régissent la prise de décision collective, la science semble avoir disparu au profit d'une économie fondée sur la commune et l'agriculture, et le véritable progrès est celui de l'épanouissement humain. Là, on se trouve dans un univers proche de celui de la Bézière. Voilà, ça c'est... Donc ce concept de frugalité, de sobriété face à cette situation écologique un peu problématique, on la retrouve en ce moment en émergence. Je sais pas si vous avez vu dans les librairies, il y a de plus en plus de livres qui parlent de ça. Alors le porteur, c'est évidemment Pierre Rabhi qui parle de la sobriété heureuse, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein. Au Québec, il y a Pierre Dansereau qui parle de l'austérité joyeuse, il y a aussi Serge Mongeau qui parle de la simplicité volontaire. Bon, donc c'est un concept qui réémerge, et pourtant c'est un concept qui est quand même ancien. Cet ascétisme, on le retrouve dans les préceptes de Saint François d'Assise, on le retrouve dans les préceptes de Gandhi, on le retrouve chez Tolstoï, on le retrouve chez Thoreau aussi. Bon, donc il y a une sorte de réémergence qui est intéressante. Ce qu'on peut voir aussi par rapport à toute cette situation, c'est l'intérêt de plus en plus marqué vers les savoirs dits autochtones, c'est-à-dire au lieu de se diriger vers une technologie, de se rediriger vers des savoirs de cultures différents ou qui ont justement disparu au profit d'un progrès technique dont on voit aujourd'hui les limites. Pour vous donner un exemple, alors la permaculture, on en parle de plus en plus. Le GIEC, encore une fois, le groupe intergouvernemental sur le climat des Nations Unies, dans son dernier rapport en 2014, a mentionné l'agroécologie comme étant plus durable que l'agriculture intensive dans les pays occidentaux. Donc c'est quand même un signal assez fort. Et on retrouve enfin le mouvement des frugalistes sous nos latitudes en Occident, qui sont en fait des jeunes trentenaires qui veulent travailler le plus possible jusqu'à 30-35 ans, prendre leur retraite et prendre leur économie pour vivre tranquillement le reste de leur vie. Donc c'est un concept qui est vraiment non seulement en émergence, mais qui est en réflexion un peu partout. Et sur ça, on vous poserait donc cette question: qu'est-ce qui vous manquerait le plus dans un mode de vie sobre? A, remplacer un objet cassé sans devoir le réparer. B, la praticité des produits à usage unique. C, le plaisir et le shopping, du magasinage. D, prendre l'avion pour partir en vacances. E, la viande au quotidien. Tout ça, ce sont des questions qui sont vraiment en ce moment au cœur de l'actualité, avec tous les mouvements, notamment environnementaux. On pense à Greta Thunberg, plein de mouvements en ce moment, Extinction Rebellion, etc. Ah, là, ça réfléchit un petit peu plus, peut-être un peu plus de mal à se positionner. Voilà.
Alors on arrive tout doucement. Alors, ce sont des questions évidemment qui font appel à la restriction finalement, hein, puisque c'est ça qui est un peu en sous-entendu. Vers quoi on est prêt à se restreindre? Et donc la réponse. Ah. Donc ce qui vous manquerait le plus dans un mode de vie sobre, ça serait prendre l'avion pour partir en vacances. Pour 45% d'entre vous. Et donc, pour 18%, ça serait remplacer un objet cassé sans devoir le réparer. 16%, ça serait le plaisir de magasiner. Voilà. 67. Il y a eu des absents, oui, un peu plus pour lancer. Donc, ça nous amène vers la prospective, comme on l'appelle, et d'essayer de placer ça au milieu de la science-fiction. Alors, en fait, il y a un gradient. Il y a ce qu'on appelle la prospective rationnelle, qui est en fait une science tout à fait rationnelle, où on utilise les ordinateurs pour extrapoler les tendances actuelles. On l'utilise aussi bien, justement, en climatologie, mais aussi en urbanisme, et donc c'est une sorte de science très particulière. Il y a ce qu'on appelle la prospective créative, qui, justement, essaye d'imaginer des possibles différents que avec cette logique rationnelle, en utilisant notamment la bienveillance, l'imaginaire, etc. Et si on va plus loin, donc on a la science-fiction. Donc là, je voudrais parler de la prospective créative, qui fait partie en fait de les activités professionnelles, en prenant un exemple. Voilà, cet exemple qui est une photo prise d'un périphérique parisien tout à fait banal. On voit en gris, on voit que ça a été construit pour un déplacement de A à B. Et sur la photo, on peut voir à peu près presque une dizaine de voitures. On imagine une ou deux personnes dedans. Donc en fait, tout cet espace pour uniquement une dizaine de personnes. Voilà. Et en fait, à partir de cette photo, il y a eu un collectif d'étudiants en architecture qui se sont imaginés cet endroit très précisément dans un futur, non pas temporel, mais dans un futur climatique. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé cet endroit à plus 2 degrés. Alors 2 degrés, ça paraît rien, mais c'est 2 degrés de température moyenne annuelle globale. Donc c'est tout à fait différent. Et donc ils ont imaginé qu'il n'y aurait non seulement plus de pétrole, mais qu'il n'y aurait plus la même technique qu'aujourd'hui. Et ils ont imaginé ceci. Et ce qui est intéressant dans cette prospective donc créative, c'est qu'ils ont imaginé plein de choses qui vont au-delà du techniquement faisable, du juridiquement envisageable, du socialement acceptable, etc. Par exemple, si vous proposez ce projet aux architectes du bâtiment de France, bon, ça va pas passer, je vous le garantis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remis énormément, par exemple, de biodiversité, de l'agriculture urbaine, une mobilité complètement différente, qu'on pourrait appeler une mobilité douce. Vous pouvez voir qu'il y a des gens sur cette photo, ils n'ont pas des véhicules, et donc il y a de la cohésion sociale. D'ailleurs, ils ont mis une personne qui est en short, hein, puisqu'on est à plus de degrés, donc au premier plan, et donc ils revendiquent un petit peu ce travail-là, ce collectif d'architectes. Au début, ils étaient étudiants, et ça a vraiment bien marché qu'ils ont monté un collectif d'architectes. Donc, c'était de voir un petit peu comment on pourrait imaginer nos coins de rue et nos villes en utilisant cet imaginaire. Donc, un autre exemple, c'est qu'ils ont pris Dunkerque. Donc là, c'est une vue du beffroi du centre-ville de Dunkerque. Ils l'ont imaginé cette fois à plus 6 degrés. Donc, ils sont allés progressivement. Donc on imagine que déjà il fait un petit peu plus chaud à plus 6 degrés évidemment. Et par exemple là, vous avez imaginé de peindre en blanc les bâtiments de manière à ce que les rayons se réverbèrent un petit peu plus et qu'il y ait un peu moins de chaleur. Là encore, si on peint en blanc du patrimoine en France, les architectes du bâtiment de France vont sauter à la gorge, c'est absolument interdit, alors il existe partout dans le monde des exemples où les bâtiments sont peints en blanc parce qu'il fait trop chaud, justement, que ce soit en Grèce ou voilà. Donc ensuite, ils ont imaginé pareil, retirer l'asphalte et mettre plutôt du blanc et de la verdure pour qu'il fasse plutôt frais plutôt que de garder la chaleur, mettre un peu de la végétation un peu partout, puis au fur et à mesure, vous voyez que la ville se transforme avec des brumisateurs par exemple, de l'ombrage, des réserves d'eau, et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on est complètement dans une ville qui ne ressemble plus au départ, et on peut se demander jusqu'où ça peut aller. Donc là, c'est la dernière diapo, hein, vraiment tout est transformé, et quand on va un petit peu plus loin, on ne sait plus vraiment
si c'est imaginé ou si on est tombé dans de l'imaginaire de science-fiction. Donc là, par exemple, ce qui est en bas à droite, c'est de l'architecture, c'est-à-dire ce sont des projets d'architecture envisagés pour la ville de Paris. Et les deux autres, en haut à droite et en bas à gauche, ce sont des images purement de science-fiction imaginées par des auteurs quelconques. Voilà. Alors, on en arrive un peu à la fin de cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce qu'on a dit? Tout d'abord sur les liens entre science-fiction, prospective et science. Le point négatif, je vais lire le point négatif, puis je te laisse les points positifs. Les points négatifs, ça va être effectivement cette confusion et des fausses représentations entre ces diverses dimensions. Par contre, ça permet de dépasser certaines limites. Alors sur le reflet de nos questionnements, effectivement, la science-fiction peut créer de nouvelles peurs finalement qu'on n'a pas forcément envisagées, mais les voir mises en scène, ça peut engendrer des inquiétudes. Et par contre, ça permet de les exprimer et de les évacuer pour d'autres personnes. Sur l'influence sur l'état d'esprit des gens, sur les opinions et les idées, la science-fiction, ça peut être évidemment instrumentalisé pour orienter les opinions. On n'a qu'à voir les films d'Hollywood, hein, souvent derrière, il y a quand même une orientation assez claire derrière. Bon. Et ça permet d'alerter et de faire évoluer les esprits, parce que ça touche le plus grand nombre, et puis avec d'autres canaux que celui de la rationalité. Voilà. Donc du coup, on vous propose une dernière question. Pour vous, le rôle principal de la science-fiction peut jouer sur les politiques et les opinions publiques. Quel rôle, en fait, la science-fiction peut jouer sur les politiques et les opinions publiques? Est-ce que elle peut faire prendre conscience des enjeux? Alors, est-ce qu'elle peut approfondir, est-ce qu'elle peut permettre d'approfondir les connaissances? Est-ce qu'elle peut hiérarchiser les priorités? Est-ce qu'elle peut préparer l'opinion publique? Ou est-ce qu'elle peut faire pression sur les politiques, les décideurs, etc.? Alors, ceux qui ont voté très rapidement, je vous propose de revoter une deuxième fois parce que le petit robot a mis du temps à se mettre en route. Donc, peut-être qu'il a raté les premiers votes. Donc voilà, là on s'approche de 70. Donc ça sera notre dernière question. C'est pour vous, donc, la science-fiction, quel rôle peut jouer? Et donc le résultat, ça va être de faire prendre conscience des enjeux. Les 2/3 d'entre vous, donc, placent la science-fiction comme un rôle intéressant pour justement faire prendre conscience. Et le deuxième, c'est pour préparer l'opinion publique. Voilà. Dans le thème aussi. Voilà. Donc, on vous remercie déjà pour pour être venu, pour votre présence, pour avoir joué le jeu aussi des votes. Et puis là, on vous propose peut-être un petit quart d'heure, je sais pas, un petit quart d'heure, 20 minutes d'échange. Si vous avez des questions plus particulières par rapport à toutes les débats. Ça peut poser des questions ou faire des remarques, parce que là, je crois que ça touche beaucoup à des opinions, c'est ce qu'on a traité, donc il faut pas hésiter. Alors, une petite remarque, on n'a pas abordé le thème dans lequel l'espèce humaine serait remplacée, je pense, à la planète des singes, Pierre Boulle, ou à notre histoire de théorie qui aurait pris le dessus, c'est-à-dire, un point de vue anthropocentré, c'est-à-dire que deviendrait l'espèce humaine. Or, il me semble que le place de la science-fiction, c'est aussi imaginer que les hommes sont irresponsables, donc c'est notre espèce qui vient prendre la place pour échapper à la catastrophe qui a été provoquée par une espèce irresponsable. On l'a très légèrement abordé par le fait de la nature qui se venge. Mais effectivement, là, ça serait pas de la vengeance, mais parce qu'effectivement, du remplacement, il y a ce qui dit, il y a un peu de plus. Oui, un petit peu, quand même. En fait, pour dire vrai, on a quand même coupé, parce que ça dure déjà on essaye de faire 1 heure, mais je crois qu'on a fait très longtemps, là. Et on a déjà expliqué pas mal de choses, et en particulier des choses sur ce thème-là. Il y a des jeux vidéo, un jeu vidéo qui s'appelle Vernon, par exemple, dans lequel l'espèce humaine est rétrogradée,
comme une proie, et ce sont les rats et tout un tas d'espèces aujourd'hui considérées comme des nuisibles qui se sont le mieux adaptés, qui sont devenus plus gros, et voilà, l'espèce humaine survit dans cette niche écologique. Donc oui, il y a effectivement des auteurs qui vont sur ce filon, et c'est une image liée, mais vous avez raison. On a coupé parce que c'est vrai que les sujets sont très vastes. Alors, je voulais citer un livre que j'ai lu très récemment qui s'appelle Homo Disparicus, qui me paraît très intéressant. Je pars de l'hypothèse que les hommes disparaissent assez brutalement et voir ce que devient la nature, enfin comment la planète se rééquilibre entre guillemets. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'il ne donne pas une réponse globale, mais il traite sujet par sujet, en fait, pour ce qui est, par exemple, des produits industriels qui sont stockés sous Houston, les énormes réservoirs de gaz toxiques. Ce qui se passe, alors le plus inquiétant qu'il a gardé un peu pour la fin, c'est les centrales nucléaires. À partir du moment où il n'y a personne pour s'en occuper, qui en gros pète dans les 7 à 8 jours, ce qui paraît quand même soufflant, mais bon, c'est pas de la science, lui, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment des choses qu'il a étudiées sur des événements existants, de documentation assez précise. Il regarde aussi, par exemple, en Crète, en Chypre, ce qui se passe dans le No Man's Land entre la zone Crète et la zone grecque, sur des villes qui ont été construites pour voir à quelle vitesse elles se démolissent, en fait. C'est une ville qui a 20-25 ans, je sais plus, dont les bâtiments en béton sont déjà pratiquement effondrés. Et, enfin, voilà. Il y a plein de points de vue comme ça. Il traite aussi des plastiques. Donc il y a des choses qui sont à très court terme, comme les centrales nucléaires, des choses qui sont à terme beaucoup plus long, comme la disparition des plastiques, où j'ai appris avec surprise qu'effectivement, tous les plastiques qui ont été créés sur Terre actuellement sont toujours existants. Rien n'a été dégradé. Et c'est pas fini. Oui, ça me fait penser qu'il existe une mini-série de la BBC sur ça, c'est-à-dire qui extrapole l'idée que du jour au lendemain, il n'y a plus du jour au lendemain, il n'y a plus d'humains, et donc que vont devenir, c'est exactement ce que vous dites, mais ils le mettent en image. Donc sur combien de temps les immeubles vont s'effondrer, sur voilà. Et ça fait penser aussi ce que vous dites à la zone de Tchernobyl où il n'y a plus d'humains et qui est surveillée de très près pour savoir ce qu'elle devient. Et avec étonnement, il y a la biodiversité qui s'est réinstallée. Et on assiste parce que pour beaucoup d'êtres vivants, mourir de la radioactivité est plus long que leur programmation génétique de bord naturel. Donc en fait, une certaine biodiversité s'est réinstallée dans toute cette zone. Et donc on est en expérimentation de voir effectivement qu'est-ce que le monde vivant non humain fait quand il n'y a plus les activités humaines. Remarque ou question? Allez, merci pour votre exposé. Alors, première remarque, vous dites, c'est que dans vos choix de questions, effectivement, il était assez sérieux. En plus, j'ai l'impression que ça s'adressait peut-être à un public, comment dire, il y avait pas de porte de sortie. C'est-à-dire que quand ça n'est par aucune idée y répond, effectivement, la absence de 15 autres ont été bienvenus. Bon, sinon, après, par rapport au futur, j'ai lu un livre qui s'appelle L'homme qui marche avec les esprits, je crois, de Hank Wesselmann. Alors, c'est une exploration du futur par des voies non conventionnelles. Là, en l'occurrence, c'est une voie chamanique. Cette personne a une vision. Il a reçu des messages, on ne peut pas contester ou non l'authenticité de ceci, mais toujours est-il que lui est allé dans le futur, il a rapporté ce que lui a perçu de ce que serait la planète dans 6 mois. Et c'est donc voilà, c'est juste pour vous indiquer peut-être une autre perspective et des films sur ces thèmes aussi. Les gens qui voient dans le futur, ça existe. Voilà. D'accord, très bien. Juste le titre, L'homme qui marchait. L'homme qui marchait avec les esprits. Mais c'est Hank Wesselmann. Il a un site internet aussi, il est très connu. D'accord, merci. Alors sur l'absence de porte de sortie, c'est évidemment voulu. C'est pour montrer aussi que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de porte de sortie justement. Et donc à chaque fois qu'on traite d'une problématique environnementale, le plus difficile c'est de faire comprendre qu'il n'y a que des mauvais choix. C'est-à-dire que l'idée c'est de prendre le choix le moins nuisible et non pas le meilleur. On a passé le cap un petit peu
de la situation où tout irait bien dans 50 ans. Là, c'est pas possible. Il va y avoir des restrictions, des sacrifices à faire à un moment donné à un autre pour telle ou telle population. On ne sait pas trop comment ça va se présenter, mais nous sommes dans une sorte d'impasse. On le voit en fait dans le rôle de l'énergie, par exemple, en France. On se targue d'avoir 58 réacteurs nucléaires, ce qui est très bien pour la perspective des changements climatiques, puisque nous n'émettons pas de gaz à effet de serre. Par contre, 58 réacteurs nucléaires, c'est un risque quand même assez élevé. Donc, entre nucléaire ou changer le climat, la question, il n'y a pas de sortie, justement. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous tirez des conclusions de nos réponses? Pourquoi nous les a posées? Alors, on est deux scientifiques. Donc, déjà, on a la curiosité, ça c'est la première chose, de poser ces questions et de voir un petit peu les positionnements, parce que vous avez vu que c'est pas vraiment des réponses, ce sont des positionnements. Et effectivement, alors là, ça fait 5 fois qu'on le fait. C'est la 5e conférence en 2 ans, on va dire. C'est la première conférence où on s'est mis d'accord que les questions ne changeraient plus et qu'on allait cumuler en différents lieux les réponses pour voir s'il y a des tendances qui se dégagent. Et donc, a priori, peut-être ça peut donner un article scientifique ou quelque chose comme ça. Les 4 premières conférences qu'on a fait, qui étaient déjà pas sur le format d'une heure, qui étaient un peu plus longues, avec un peu plus de questions disparates, nous ont permis de vraiment de maturer cette présentation. Et c'est vrai que là, on en est plutôt content. On est sur un format qui nous plaît, sur des questions de positionnement qui nous plaisent aussi, sur lesquelles on peut extrapoler, sur lesquelles on peut mettre en perspective avec des études, par exemple, et d'autres œuvres, faire plein de choses comme ça. Pour aller un petit peu plus loin et au-delà de la conférence, il y a le lancement d'un petit programme de recherche à l'Université de Pau qui s'appelle Pacifique, projet d'adaptation à travers la science-fiction. Et l'idée, c'est d'explorer de façon un peu plus exhaustive tout le corpus des œuvres scientifiques pour proposer un espace de questionnement qui soit, comment dire, là, on s'amuse, entre guillemets, on vous cueille à froid, on vous oblige à donner des réponses que vous voulez pas donner parce que on vous laisse pas le choix, vous êtes un peu piégé. On veut faire ça de façon peut-être un peu plus constructive et en prenant le temps et en collaboration avec ces personnes qui seraient d'accord pour participer, donner leur avis. Et voilà, un programme qui tourne, on va dire, de sociologie. Donc c'est dans les esprits, et quelques collègues avec lesquels on commence à travailler dessus. Oui, ma question est très courte. Faut-il essayer au maximum de porter à la connaissance générale les conclusions du GIEC? Alors, mon positionnement, ça va être des positionnements plus personnels, oui. La difficulté, puisque je fais partie de cette communauté scientifique, c'est la forme de le faire. Parce que le rapport du GIEC n'est absolument pas lisible, ni par les décideurs qui essayent d'intégrer ces conclusions dans l'élaboration de plans climat, l'élaboration de politiques, des choses comme ça, ou bien les décideurs d'entreprise qui essaient d'intégrer ça. Donc, il faut trouver une forme. Et pour trouver une forme, il faut trouver des langages communs, il faut trouver des espaces communs où ces gens-là, c'est-à-dire quand je dis les gens-là, ce sont des acteurs territoriaux, disons-le, que ce soit public, privé, associatif, avec les scientifiques, pour essayer de mettre en place une manière de communiquer pour arriver à ce que les intérêts se retrouvent de part et d'autre. Voilà. C'est l'objet de beaucoup d'organismes qui jouent le rôle d'interface entre ces communautés. Il y en a une en Occitanie qui s'appelle le réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie, qui essaye de mettre en interface la communauté scientifique avec la communauté des acteurs territoriaux, la région, les collectivités, etc. Mais il est évident qu'il faut, à un moment donné, diffuser ce que les scientifiques ont à dire là-dessus. Je finirai aussi sur le fait qu'il y a en ce moment dans la communauté scientifique de grosses réflexions sur que doit faire le scientifique aujourd'hui. Est-ce qu'il doit
plus se positionner, ou est-ce qu'il doit juste donner des résultats de données et dire ensuite vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Là, c'est une grosse question. Il y a certains scientifiques qui préfèrent que les données soient à disposition et qui ne s'impliquent pas après, il n'y a pas d'ingérence de sa part. Et il y a d'autres scientifiques qui disent non, le scientifique a un nouveau rôle à jouer, c'est d'accompagner ces données, de les transcrire, de les faire comprendre et de s'assurer qu'il y ait une action qui s'ensuit. Alors, et moi, là-dessus, par contre, on peut se questionner au niveau individuel sur les ressorts qui font qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, ou qu'on va modifier son comportement. Est-ce que c'est quand on nous alerte sur quelque chose, quand on montre que voilà, on va dans un mur, est-ce que c'est ça qui va nous faire bouger, ou au contraire ça va nous paralyser, ou est-ce que c'est en minimisant un petit peu voilà, les risques, en se disant il y a des possibilités d'y arriver, et là la question reste quand même un peu ouverte, et je pense que ça dépend des gens, des contextes, des sujets, et que c'est pas effectivement si c'est de ça. Mais en tout cas, la transmission du savoir scientifique sur où on en est, moi je partage ton avis, je pense que c'est essentiel. Voilà, mais forcément la décaution n'est pas neutre. Nous, bon, on a choisi justement le modèle de la science-fiction parce que si on faisait la même conférence sans science-fiction, en vous posant brutalement ces questions, c'est quand même pas la même chose. Oui, vous avez abordé la question de l'humanité face à une catastrophe, l'humanité face à une catastrophe climatique, écologique ou autre. Vous avez évoqué le thème finalement de sauvetage de l'humanité dans la science-fiction, à travers le réseau de terre ou le pirate technologique, des choses comme ça, mais dans la science-fiction, il y a souvent aussi quelque chose de plus, comment dire, presque métaphysique, où il y a l'idée du sauveur, entre guillemets, au sens religieux du terme, que vous viendrez. Il y a aussi l'idée du sauveur au notre espace. Souvent, l'extraterrestre bienveillant qui vient apporter la technologie ou empêcher l'humanité de commettre l'irréparable sur l'écologie, le nucléaire, la guerre ou je sais quoi. Il y a aussi cette idée-là, qui revient assez régulièrement. C'est juste pour faire cette remarque. Que c'est une thématique qui existe dans la société. Alors, moi, ça m'est forcé. Le sauveur, un petit peu, s'il efface l'extraterrestre, pour arrêter par un TSU, c'est possible, les méchants, les animaux, c'est très bien. Dans le genre de sauver l'humanité, des fois c'est justement sauver une partie de l'humanité, et là on se retrouve souvent dans le thème de l'arche de Noé, un truc comme ça, où il y a une partie de l'humanité qui serait sauvée, et là c'est toujours assez rigolo de voir comment on sélectionne les gens qui vont tomber dans l'arche, et là il y a aussi quelques passages croustillants sur ces questions. Bonsoir. Votre petit film au début montrait la science-fiction, enfin, des exemples de science-fiction et qui ont été vérifiés par la suite. Est-ce qu'actuellement, la science-fiction que vous cherchez, enfin, que vous retrouvez, est-elle prémonitoire parce qu'il va se passer plus tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à la réalité des choses? Alors moi, je dirais que statistiquement, parmi tout ce qu'il y a dans les œuvres de fiction aujourd'hui, il y a forcément des trucs, on s'apercevra dans 50 ans que c'était juste. Mais là, je prends ma boule de cristal, mais je peux pas vous dire. Parce que moi, je suis pas devin. Donc, non, comment vous dire ce qu'il y a dans il y a des choses de science-fiction qui sont très proches du savoir scientifique. On sait que, par exemple, Interstellar est un film qui est souvent cité parce que, en termes de construction, il repose sur les dernières avancées d'astrophysique, etc. Voilà. Donc là, on est quand même sur des œuvres où il y a une part de crédibilité assez importante. D'autres œuvres, voilà, Enki Bilal avec ses pattes d'humains connectés qui se transforment en animaux. Là, bon, faut déjà, on va dire, alors beaucoup de temps quand même pour qu'on puisse arriver à des résultats de ce type. C'est la proximité avec un savoir scientifique avéré qui va dire. Mais il peut y avoir des fulgurances aussi, hein. Il y a des, et là, je sais pas qui pourrait être capable de dire, oui, ce sera ça.
Nous, ça ne pas. Je ne peux pas parler pour toi, mais Et sur, bon, plus particulièrement, par exemple, les changements climatiques, ce qu'on oublie souvent, c'est que, en dehors du phénomène physique climatique, la vraie problématique, elle est sociétale. Tout ce qui fait qu'on arrive à cette situation, c'est un problème de société. Donc, du coup, dans la science-fiction, outre les options technologiques, je pense que ce qui est prémonitoire, pour répondre à votre question, ça va être, à mon avis, beaucoup plus sur l'ordre des réorganisations, de la façon de reconsidérer le vivre ensemble. Voilà. Plus que sur, justement, les aspects techniques, etc., qu'on voyait dans les années 50 et qui étaient un petit peu un fantasme. Et là, maintenant, moi, à mon avis, on s'en va plus vers des améliorations qui ne sont pas de l'ordre, justement, technique, mais plutôt sociétal. Voilà. Ça serait ma position. Et dans ce domaine-là, nous, l'intérêt qu'on porte à la science-fiction, c'est pas pour y trouver à l'intérieur les futures solutions, c'est juste pour s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est une autre façon de comprendre le monde actuel des science-fiction. Je citerai aussi il y a un philosophe australien qui a sorti une phrase, c'était l'an dernier, qui était intéressante, c'était qu'il disait, finalement, on est tous, face à cette situation, notamment climatique, on est tous un petit peu climato-sceptiques parce que c'est trop gros. C'est inimaginable. En plus, c'est un peu invisible, voilà. Et donc, lui, il dit, finalement, c'est très difficile de renoncer que le futur serait une version améliorée du présent. Chose qu'on a depuis qu'on est né, on est en train de se dire que le futur, ça va être toujours quelque chose d'amélioré du présent. Sauf que depuis les années, effectivement, 50, quand on dit amélioré, on dit technique. On dit un progrès souvent technique, sanitaire aussi, mais quand même beaucoup technique. Et là, je pense que la version ne serait plus améliorée de cet ordre-là. Par contre, à mon avis, elle peut être améliorée sur d'autres aspects qu'on voit pas forcément maintenant sous les yeux, mais qui sont un peu plus, moins tangibles, je dirais, et surtout beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, sociétal, moins technique. Alors, je voulais remonter justement sur ce dernier sujet, et puis ce que vous avez aussi souligné, c'est-à-dire que, effectivement, ça concerne chacun. Il se pose des questions sur ce qu'on peut faire pour le futur. Et là, justement, la réponse sur les questions est très intéressante parce que ce qui est sorti majoritairement, c'est on va pouvoir prendre l'avion, on va partir en vacances. Alors ça m'a un peu stupéfait. Et en plus, quand on regarde les catalogues d'avion, vous pouvez aller pour 50 000 engrais, c'est délirant, quoi. Chaque jour, il y a 100 000 vols sur la planète, et une consommation délirante, et pollution pour finalement un plaisir. Donc on est dans un système où en plus on est en boucle positive, on va dire, il y a une accélération voulue. Voilà. Et la semaine dernière, ici, il y avait une excellente conférence de Jean-François Stilona sur justement qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour éviter l'effondrement. C'était un peu un terme similaire. Et il soulignait que sur la planète, il y a ce qu'il appelle les G100, c'est-à-dire les 100 acteurs les plus puissants de la planète, que ce soit des milliardaires, des sociétés, des pays, des mégapoles, et que tous ces gens-là, comme vous le soulignez, sont dans la logique du siècle lunaire, c'est-à-dire toujours mieux, plus tard, on se développe, on améliore le groupe. Donc ces 100 acteurs qui sont dominants sur la planète sont tous dans le même sens. Bien sûr, on n'écoute pas le GIEC, pour avoir discuté des gens du GIEC, qui disent clairement qu'ils n'ont pas ce rôle politique, ils informent. Ils ne s'engagent pas, comme vous le suggériez, plus fortement. À part éventuellement démissionner si, mais ça ne fait pas grand-chose. Donc voilà, c'était intéressant parce qu'effectivement, on sent bien que dans le futur, on ne parlera plus là-dessus. Et ça va être encore plus dur, peut-être. Voilà. Merci pour avoir souligné ça. Non, mais c'est intéressant. Puis, alors moi, je vais rebondir sur une des réponses qui m'a plus marqué, c'est justement quand on a demandé que faut-il reconstruire, et largement, les gens ont répondu la solidarité. Vous voyez? Donc, souvent, on assiste, en fait, à ces dualités, un petit peu. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une phase de transition entre une prise de conscience dont on sait très bien, en fait, on connaît très bien les options qu'il nous faudrait, plus d'égalité, plus de solidarité, d'équité, etc. Et en même temps, un confort qu'on aura du mal à lâcher parce qu'on s'en va vers une certaine restriction. Donc ça pose des questions, vous voyez, on essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre chaque fois qu'on reste quelque part. Et à un moment donné, il va falloir par contre lâcher quelque chose.
Donc, un des rôles aussi du scientifique qui peut être intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point on essaye de choisir ce qu'on doit lâcher pour ne pas le subir à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, par exemple, si d'un coup le pétrole s'arrête ou augmente à un prix exorbitant, ça va être le chaos. On est tellement addictif au pétrole que effectivement, ça va être voilà. Mais la capacité d'adaptation des êtres humains étant quand même énorme, on peut s'attendre après qu'il y ait un réajustement sur quelques années. Par contre, les périodes de transition sont souvent les plus chaotiques, effectivement. Donc, en essayant de faire des exercices de prise de conscience, peut-on arriver, c'est ça la question, peut-on arriver à lisser cette période de transition plutôt que de la subir et qu'elle devienne une rupture relativement brutale? Oui. Je me présente, Mercure de Génique Maître-France. Une petite remarque par rapport à la phrase que Guillaume nous avait écrite, qu'il y aura un réchauffement en fait global de 2 degrés. Moi, étant climatologue, ça me dit rien en fait, et juste pour dire que la prochaine fois, peut-être faire un peu attention qu'il y aura plus de changements climatiques au niveau régional que global, parce que, disons, il y a ces derniers quelques hivers en Amérique du Nord, et les hivers sont très froids, très longs. Et donc, pour ces gens-là, il n'y a pas de réchauffement climatique. Pour des raisons très compliquées, on peut dire, par exemple, en Europe, on voit le réchauffement, mais surtout, disons, il y a un impact régional, il y aura une adaptation globale à tout ça. Donc, voilà, pour un peu rapprocher cette idée de réchauffement, il faut quand même peut-être un peu éviter cette phrase qu'il y a notamment de GIEC qui dit, voilà, réchauffement de 2 degrés global. C'est très, comment dire, une remarque en fait très générale. Et ça évoque pas la réaction du public, des gens, et surtout, c'est très important à faire. Merci. J'ai lu dernièrement là, un tout petit bouquin très facile à lire qui s'appelle Le dessous de la cacophonie climatique. C'est de Sylvestre Pouillette, un journaliste qui a travaillé près de 30 ans sur le sujet. Et bon, ça met bien les pendules à l'heure, et parce qu'aujourd'hui, bon, ça va de Trump à des gens un petit peu qui sont sur le sujet du climat, etc. Donc j'ai trouvé ça est facile à lire, de, disons, 200 pages format. Oui, je l'ai vu passer, c'est très intéressant. Bon, ça me fait penser évidemment à ce qu'on appelle les marchands de doute, c'est-à-dire les lobbies, c'est-à-dire les influenceurs qui mettent énormément d'argent depuis 30 ans sur juste insérer le doute. Et c'est simple, hein, c'est le doute, c'est inviter sur un plateau télévisé à une émission de grande écoute une personne qui va dire un peu n'importe quoi et une personne qui va défendre justement des milliers d'études scientifiques et les mettre sur la même table et essayer de débattre. Bon, des fois, il n'y a pas à débattre. Et ces marchands de doute ont réussi, par exemple, dans l'industrie du tabac, à faire croire que la cigarette n'était pas nocive pendant une quarantaine d'années. Donc il y a effectivement une influence excessivement forte qui est en train au fur et à mesure de se déliter, mais qui atteste, on va dire, de l'immensité des enjeux qu'il y a derrière, à l'échelle géopolitique, à l'échelle mondiale, etc., qui sont très très fortes effectivement et qui freinent cette prise de conscience qu'il faudrait avoir à un moment donné. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la permaculture et de l'agroécologie. C'est sûr qu'aujourd'hui, le plus urgent, c'est de préserver nos sols, parce que l'érosion est très importante. Voilà. Mais pour mettre en œuvre l'agroécologie, la permaculture, ce qui manque aujourd'hui aux paysans, donc je fais partie, c'est surtout des bras. Et à l'avenir, nourrir une planète avec très peu d'agriculteurs, je pense que ça va être très difficile. Voilà. Oui, et je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc Jean Covici, je l'ai entendu tout à l'heure, a fait un travail un petit travail sur ce qu'on appelle les esclaves énergétiques, c'est-à-dire en gros ce qu'un humain peut donner en énergie et le comparer à ce que un litre d'essence peut donner en énergie. Voilà. Il a fait le calcul que pour nourrir
65 millions de Français, si on convertissait toute l'énergie qui est utilisée sur le territoire français pour planter, récolter, les tracteurs, etc., si on le convertissait en énergie humaine, il a essayé de calculer combien d'humains il faudrait pour dépenser cette même énergie. Eh bien, il faudrait 1,8 milliard d'humains pour remplacer l'énergie utilisée en France pour l'agriculture. Vous voyez un peu le ratio. Quand je parle de super pouvoirs sur les ressources fossiles, c'est exactement ça. Ce sont des super pouvoirs qu'on nous a donnés. Voilà. Et donc, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que dans, justement, le futur, ce n'est plus la question, on en parle très très peu. Et je pense qu'il va y avoir un retour, à un moment donné obligé, et ça serait bien de le planifier, de l'énergie musculaire. C'est évident qu'elle soit par les animaux, par les humains, à un moment donné, l'énergie ne pourra pas être remplacée, si on veut remplacer l'énergie fossile par d'autres choses, par uniquement du nucléaire, des panneaux solaires, etc. Donc il va y avoir à un moment donné la question de l'énergie musculaire, et effectivement, si on revient sur l'alimentation de base, passe par les milieux ruraux, etc., donc forcément, ça veut dire de l'énergie musculaire dans les milieux ruraux et l'agriculture. Tout à fait normal. Alors, je vais faire deux remarques sur le fait que j'ai trouvé votre approche très intéressante. Et personnellement, j'ai pris conscience des enjeux du changement climatique, non pas par la science, alors que je suis mathématicien, mais en écoutant en 1997 dans une conférence à Toulouse, Bruno Latour, qui venait expliquer les enjeux, je dirais, sociologiques, historiques et, anthropologiques. Et par ailleurs, après, bon, j'ai découvert les œuvres de Philippe Descola, et je pense que c'est effectivement pas par un biais des faits scientifiques purs et de trucs qu'on peut avoir la vision de ce qui se passe dans des sociétés anciennes ou qui existent encore et qui sont personnelles du monde. Quelles sont les perceptions qu'on peut avoir de qu'est-ce qui se passe au niveau du changement climatique. Donc, à ce moment-là, moi je dis, quand j'ai vu un sociologue me parler du changement climatique, c'est autre chose que de le voir complètement sur un point de vue, je dirais, scientifico-technique, qu'est-ce qui se passe, et que pour arriver à, je dirais, faire comprendre qu'est-ce que c'est qui se passe, il vaut mieux passer par les biais. La science-fiction, la science-fiction, c'est pareil, vous pouvez la rattacher à de la sociologie, parce que c'est aussi décrire une société à partir d'éléments qui sont, dépendants des sciences humaines et donc pas du phénomène climatique en tant que tel. Et donc comprendre le fonctionnement des sociétés face à des transformations, c'est quelque chose qui peut permettre, même à des gens qui sont, je dirais, de l'autre côté de leur masonie, comprendre quel peut être le point de vue décentré des gens qui vivent dans des mondes hors sur le monde. Alors, sur la présentation que je vous ai faite tout à l'heure, c'est vrai que j'ai mis des courbes. Dans ma pratique professionnelle, je n'utilise jamais de courbes. Je commence toujours par l'explication des changements climatiques avec des images pour voir la réalité, pour montrer la réalité. Et je pense qu'effectivement, la science du climat, dans les années, on va dire, 60, 70, 80, a joué son rôle en expliquant le phénomène, mais s'est développé ensuite une appropriation de toutes les autres sciences qui sont encore quand même largement sous-financées par rapport à d'autres sciences. Mais il y a des signaux qui commencent à s'améliorer. Par exemple, dans le dernier rapport du GIEC, il y a un chapitre sur la psychologie. Il y a des chapitres sur les savoirs autochtones, sur la gestion justement des pratiques, etc. Il y a énormément plus de sciences humaines et sociales. Vous oubliez que le GIEC, c'est quand même 3 tomes. Sur les 3 tomes, il y a toutes les sciences qui sont représentées. Les médias focalisent beaucoup sur le premier, sur le phénomène, parce qu'ils veulent des chiffres, voilà, on s'en va vers 30 degrés, etc. Mais effectivement, les enjeux, et c'est pour ça que je le répète régulièrement, mais les changements climatiques, moi je les mets d'ailleurs au pluriel, je dis toujours les changements climatiques. Pour moi, le changement climatique, c'est le phénomène climatique. Et les changements climatiques, ça comprend le phénomène climatique, plus les causes, les conséquences, les impacts, etc. Les changements climatiques sont avant tout une problématique sociétale. Ce n'est pas une problématique climatique, ça c'est la conséquence. La problématique, elle est sociétale.
Et donc, effectivement, les sciences humaines et sociales ont largement de quoi apporter leur contribution là-dedans. Sur ce sujet, si je peux juste, je fais un petit point. Il me semble que là, il y a aussi quand même des étapes qui doivent être franchies. Et je pense que les discussions comme on a ce soir, il y a personne dans la salle qui remet en cause les changements climatiques, etc. Voilà, moi, c'était 20 ans que je travaille pour une association d'éducation et sensibilisation à l'environnement. Pendant des années et des années, toute la question, c'était déjà que tout le monde adhère à l'idée que oui, il y avait bien quelque chose et que ce soit pas remis en cause. D'où le fait qu'on ait voilà, les sciences sociales ont travaillé aussi, mais elles n'étaient pas entendues parce que sans cesse, il suffisait qu'une ou deux personnes remettent en cause le discours, la réalité des choses pour que le débat soit déporté et ne porte pas justement sur les problèmes à régler. Et voilà, donc ça fait il y a mis 20 ans. Mais là, les choses changent quand même. Je pense que tout le monde le sent. Il y a quand même des changements profonds qui s'opèrent. Si on regarde sur les dames, je vois des gens qui opinent de la dette. Encore, on pourrait en discuter longtemps. Et je crois de l'heure, si j'ai bien compris. Dernière question. Merci déjà pour l'expliquer. Aspect interactif, c'était assez sympa. Moi, j'ai une question, malgré tout, j'ai l'impression quand même que toutes les œuvres de science-fiction que vous avez évoquées, enfin, la plupart, vont quand même assez loin. En gros, alors quand on parle d'un problème de mariage, maintenant, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un changement climatique qui est en cours. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque, en regardant à travers la science-fiction, qu'on regarde trop loin, alors qu'en fait, on est dans le problème, et puis on va se collider, le problème dans les quelques années qui viennent, et c'est pas l'idée de la science-fiction, c'est plutôt regarder scientifiquement quelles sont les solutions actuelles, quelles sont les analyses qui sont faites, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même dans notre exercice, que je ne critique pas, c'est juste une intervention, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que on met la balle tellement loin, qu'en fait on lit très loin des questions sociétales qui se posent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais voilà, en fait, la science-fiction est réellement, enfin voilà, la façon, un prétexte pour parler du ressenti, des représentations actuelles que tout un chacun a sur le climat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement quand même de voir où sont les blocages psychologiques, éthiques que chacun peut avoir sur les questions qui se posent. Donc, programmer la mort, modifier le génome humain, ouais, à la fois, ça semble complètement farfelu, mais dans le fond, ça va être très vite sur des questions de ce genre. Au moins, j'ai envie de mesurer, en point de vue, comment se situe un petit peu la population. Est-ce que, voilà, parce qu'on croit savoir, et il suffit. Vous avez vu, il y a quand même une diversité de réponses, même sur des choses un peu grossières, on l'a dit, on force le trait, etc. Mais les avis sont partagés. Donc, c'est un prétexte pour aller plus loin. Parce que si on reste dans le concret, eh bien, c'est pas imaginable, juridiquement, ça tient pas, matériellement, c'est pas possible. Donc, on s'affranchit, avec la science-fiction, on s'affranchit de tout ça, et on discute du fond. Voilà, pour moi, il est là l'intérêt de ces supports. Et oui, on va trop loin. On n'est pas dans les solutions concrètes. Pour ajouter un peu de ça, dans ma pratique professionnelle, par exemple, je fais beaucoup d'ateliers de prospective créative, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille avec des gens qui sont dans des collectivités, des chargés de mission, des directeurs de services, etc., qui ont en charge d'élaborer des plans climat, et donc de les mettre en œuvre. Donc ils sont vraiment dans le concret. Mais ils sont tellement dans le concret qu'ils fonctionnent avec la même rationalité qui a amené la problématique. Donc à un moment donné, il faut arriver à trouver autre chose. Et donc l'idée, alors c'est vrai que la science-fiction, c'est une balle un petit peu plus en avant. Mais l'idée, c'est que il y a tout un horizon, tout un espace où, dans lequel il y a l'imaginaire notamment, qui peut entraîner, qui peut élargir le spectre des possibles, qui peut aider également dans la pratique, qui peut aider dans l'opérationnel. Et souvent, après ces ateliers que je fais, référé hier encore à Strasbourg, ces gens-là sont étonnés de voir, ah ben oui, finalement c'est possible, ah ben tiens, pourquoi on ferait pas ça, etc. Tout ça parce qu'ils ont mobilisé une partie de leur logique qui, d'habitude, dans leur pratique, ne mobilise pas. Voilà. Donc là, c'est l'intérêt que je vois. Donc il faut, en même temps,
Il n'y a pas des conférences sur la science-fiction toutes les voilà. Par contre, les associations environnementales jouent leur jeu, par exemple, de sensibilisation vraiment très régulièrement. Et je pense que la problématique est tellement urgente qu'il faut attaquer de tous les côtés, quoi. Et en même temps. Bien, merci beaucoup. Merci pour la qualité de l'échange.